encore ce soir à notre web radio très intéressante. La dernière de 2023. On va prendre relâche un petit peu durant le temps des fêtes pour vous revenir plus tard à la mi-janvier. Donc, ce soir, la web radio est très populaire. Donc, c'est sur la réglementation en copropriété. Trop ou pas assez de règlements? J'espère que notre invité de marque, Maître Papineau, sera là pour nous élucider cette question-là. Donc, Maître Papineau de LJT, avocat émérite, médiateur civil et arbitre. Donc, bonsoir, Maître Papineau. Merci d'être avec moi ce soir. Bonsoir, Madame Couture. Ça me fait bien plaisir, comme d'habitude. D'accord. Donc, Maître Papineau et moi, on va pouvoir couvrir la séance ce soir, qui est une commandite de Wilson et Lafleur. Wilson et Lafleur sont les gens qui produisent les livres que nos précieux invités se donnent beaucoup pour en écrire. Donc, ce soir, notre commanditaire de la soirée est Wilson et Lafleur. Donc, on aura un concours en parlant de Wilson et Lafleur et les livres. Donc, Maître Papineau a écrit un livre en grande collaboration avec Maître Christine Gagnon, notaire émérite en copropriété. Ce soir, nous ferons tirer 3 livres qui sont le guide de la réglementation en copropriété divise. Donc, c'est un livre assez costaud, mais je crois que chaque conseil d'administration devrait avoir un livre qui, on l'espère, pourrait être partagé d'administrateur en administrateur. Et ce soir, notre collègue toujours présent, Gabriel, va s'assurer que durant la séance ce soir, ceux qui poseront des questions, Zoom par transmission ou Facebook, à la fin de l'émission, on vous partagera les grands gagnants qui se verront envoyer le grand livre du guide de la réglementation en copropriété divise. Donc, merci, Maître Papineau, de nous permettre de faire le tirage de 3 volumes de un de vos derniers crus. Avec plaisir. Donc, Valérie Couture, votre animatrice de la soirée. Donc, nous pouvons débuter ce soir déjà avec Maître Papineau. Ce soir, on vous parle de règlement copropriété parce que c'est quelque chose de très important. Et souvent, on va se donner à penser que tout le monde peut rédiger un règlement, qu'on peut corriger ça comme on veut, tout ça. Dans un premier temps, ça n'a, corrigez-moi, Maître Papineau, mais ça n'a jamais été le cas, mais ça l'est encore moins parce que la législation évolue beaucoup et il faut être très prudent dans la rédaction de règlements. Donc, ma première question, Maître Papineau, c'est très facile pour vous, mais je pense qu'il faut l'éclaircir pour les auditeurs et auditrices. Qui doit et devrait, pour les syndicats, procéder à la rédaction d'un règlement? La loi sur le barreau et la loi sur le notariat prévoient que c'est un acte réservé aux avocats et aux notaires. On ne peut pas rédiger un règlement pour autrui, on ne peut pas rédiger un règlement pour une association. C'est un acte réservé et c'est pas juste pour que les avocats ou les notaires fassent de l'argent avec ça. Il y a aussi une question de responsabilité. Et les règlements, souvent, oui, ça peut être quelque chose de simple, mais il y a des règlements qui sont moins simples et qui peuvent porter à conséquence. J'ai toujours mon petit exemple facile pour démontrer que rédiger un règlement, oui, ça peut avoir l'air simple, mais il faut savoir de quoi on parle. Alors, il y a quelques années, j'ai un syndicat qui m'avait demandé pour modifier la réglementation afin de permettre les barbecues. Eux pensaient que on prenait l'article, disons, 158, et au lieu d'écrire les barbecues sont interdits, ils pensaient qu'on enlevait ça et qu'on mettait les barbecues sont permis. Alors là, ils trouvaient que ça n'avait pas d'allure, ça coûtait cher. On va le faire nous autres mêmes. Parfait, vous le faites vous autres mêmes. Le soir de l'Assemblée, on arrive, on passe au vote, on présente le projet de règlement
Et là, il y a un copropriétaire qui lève la main puis il dit, écoute, je trouve ça excellent qu'on puisse avoir des barbecues, mais qu'est-ce qu'on fait avec l'article 162 qui interdit de faire de cuisson à l'extérieur des appartements? Et là, tout le monde s'est regardé parce que là, ils ont compris que quand tu veux faire un règlement, faut lire la déclaration, faut lire la réglementation, faut s'assurer qu'il n'y a pas de divergence, il n'y a pas de contradiction. Alors, rédiger un règlement qui est aussi simple qu'un barbecue, c'est pas vrai que c'est si simple que ça. Alors, faut s'assurer de bien lire, de bien comprendre et de bien rédiger pour avoir ce que le syndicat finalement veut obtenir. Ben, merci pour cette clarification-là. Et c'est très important ce que vient de dire Maître Papineau parce qu'effectivement, on a souvent entendu, c'est justement, on va biffer le dernier mot, là, on va le remplacer par permis, par interdit par permis, et ça peut poser des problèmes. Qu'est-ce que ça peut poser comme problème, Maître Papineau, en général, un règlement, comme vous venez de dire, mais que si la personne n'avait pas été là, qu'est-ce qui peut arriver quand un règlement n'est pas bien rédigé et il n'est pas accordé avec la déclaration? Qu'est-ce que ça peut faire? Ben, on prend l'exemple du barbecue, là. Le lendemain matin, tout le monde va acheter un barbecue, mettre ça sur le balcon, puis là, ben, le syndicat s'aperçoit qu'on n'a pas le droit de l'utiliser. Là, je comprends que c'est un exemple bête, mais Non, non, mais elle est c'est très bonne. facile. C'est ça. Mais là, on fait quoi avec un barbecue pendant un an ou jusqu'à la prochaine assemblée où on modifie pour avoir le droit de faire la cuisson? Alors, là, on rend tout le monde malheureux parce qu'on a promis qu'on aurait des barbecues, qu'on aurait le droit d'en faire, mais qu'est-ce qu'on fait là? On va laisser les gens faire de la cuisson alors que le règlement l'interdit. Puis là, après ça, quand on va vouloir leur dire de respecter la déclaration, ben, ils vont nous dire, écoute, toi, tu nous as permis de faire la cuisson, le règlement ne le permettait pas. Alors, il faut faire attention à ces choses-là. Et imaginons que entre le moment où on a changé le règlement qui n'aurait pas dû parce qu'il était mal conçu, quelqu'un vend et l'autre achète, puis il se dit, ah ben moi, je suis contente, il a eu droit au barbecue. Ça peut-tu aller aussi loin que de créer une situation avec un nouvel acquéreur? Ben, avec un nouvel acquéreur, puis même ceux qui sont là, les gens qui en veulent pas de cuisson sur les balcons parce que l'odeur se répand, ils vont dire au syndicat, là, lui, il fait de la cuisson, il n'a pas le droit, tu vas imposer des amendes. Puis là, le syndicat, ben, va dire, là, vas-tu imposer des amendes alors que c'est moi qui ai mal fait mon travail? Ben là, la personne va dire, moi, c'est pas mon problème, c'est interdit, je veux que tu l'interdises, je veux que tu fasses respecter le règlement. Et là, la personne qui vient d'acheter son barbecue, qui a dépensé, je sais pas moi, 500 ou 1000 $ là-dessus, lui, il va être moins heureux. Alors, il faut faire attention à ce qu'on fait. Euh, et vous savez, souvent, une très mauvaise chose, c'est quand les conseils disent, ben, nous autres, on ne le fera pas, on va demander au gestionnaire. Ben, le gestionnaire, il n'a pas le droit de le faire parce qu'il ne peut pas le faire pour autrui. On l'a vu avec la loi du barreau et la loi sur le notariat. Mais c'est pas qu'ils sont pas compétents, mais ils sont compétents dans leur domaine. Moi, faire la gestion, ça serait pas terrible. Alors, chacun son travail et on s'assure de faire les règlements correctement. Il y a des règlements, vous savez, il y a des gens qui pensent qu'on peut faire n'importe quoi, mais même si la copropriété décide qu'on a le droit d'avoir des barbecues sur le balcon, si la réglementation municipale ne le permet pas, on ne peut pas en avoir. Et il y a d'autres lois qui empêchent de faire des choses. Alors, il faut s'assurer, quand on modifie un règlement, qu'on ne contrevient pas à d'autres lois, d'autres réglementations, à la Charte des droits et libertés, etc. Là. Alors, tout ça, il faut faire attention à ça. Ça, c'est intéressant ce que vous venez de rajouter parce que vous avez dit au début, ben, il faut lire la déclaration, tout ça. Puis là, puis en même temps, vous venez d'ajouter, ben, peut-être que la ville a un règlement différent, tout ça. Donc, est-ce que quand vos clients vous appellent pour avoir un nouveau règlement, est-ce que c'est
vous qui faites ces vérifications-là comme avocat, ou vous demandez à votre syndicat, moi, je vais rédiger, mais vérifier avant qu'on l'adopte ou qu'on le présente en assemblée, désolé du manque de bons termes, mais est-ce qu'on va vérifier tout ça avant de le créer? Bien, évidemment, ça serait une bonne idée. Et oui, parce que ça donne quoi de le créer si on ne peut pas l'exécuter? Puis ça donne Alors, quoi de vous mandater puis de payer des frais si on n'a pas fait nos vérifications comme conseil d'administration au départ? et voilà. OK, OK. Puis le jour où on va voir Maître Papineau ou un autre avocat ou un notaire, naturellement, je me permettrai de préciser en copropriété parce que je pense que chaque avocat ou notaire a sa spécialité. Puis c'est important de travailler avec les gens qui sont compétents dans le domaine. Quand on va présenter notre nouveau règlement, comment on le prépare combien de temps avant notre assemblée? Pourriez-vous indiquer la bonne marche à suivre pour un conseil d'administration Ben, écoutez, qui le veut bien conseil, faire les choses? ouais. Alors, le conseil doit l'envoyer avec l'avis de convocation. Alors, si on a dans notre déclaration un délai qu'on doit envoyer l'avis de convocation 15 jours avant l'Assemblée, il faut s'assurer d'avoir le règlement ou le projet de règlement 15 jours avant. Alors, il faut aller voir l'avocat ou le notaire et laisser le temps à l'avocat ou le notaire de faire son travail. On le joint à l'avis de convocation pour qu'il puisse être regardé, examiné, que les copropriétaires puissent se faire une tête à savoir s'ils sont d'accord ou pas. On fait la présentation lors de l'Assemblée, on tient le vote et ça prend, en matière de règlement, on doit avoir plus de 50 des voix présentes ou représentées à l'Assemblée qui sont en faveur. Et c'est important de se rappeler que plus de 50 des votes en faveur, ça ne veut pas juste dire ceux qui ont voté oui. Il faut calculer ceux qui ont voté non et il faut calculer ceux qui se sont abstenus parce que les abstentions sont considérées comme un non. Alors, si j'ai 45 non, j'ai 6 abstentions, il ne passe pas mon règlement parce que je n'aurai pas plus de 50 Alors, il faut calculer abstention et contre et il faut qu'il y en ait moins que 49 ou moins que 50 OK, donc là, c'est important, puis je pense que c'est important de le répéter. On ne suit pas juste à ceux qui ont voté oui, parce qu'il faut tenir en compte des non et effectivement des abstentions. Oui. Là-dessus, Maître Papineau, si ça veut dire un non, pourquoi qu'on ne dit pas oui ou non? Ben, il y a des gens qui savent pas quoi répondre, ils savent pas quoi dire, ils sont pas sûrs, ils vont s'abstenir. Mais moi, je le dis quand je préside l'Assemblée, si vous vous abstenez, c'est l'équivalent d'un non. Vous avez le droit, Oui, oui, et gênez-vous pas, mais vous comprenez la conséquence. parfait. On a déjà une question dans le chat qui va intéresser beaucoup Maître Papineau parce qu'on a fait référence justement aux animaux de compagnie, mais c'est quand même une question. Madame Lucie demande, est-ce qu'un règlement amendé en Assemblée générale pour interdire les chiens dans l'immeuble, sauf les chiens d'assistance? Là, le Mimira, mais maintenant, il y a d'autres chiens d'assistance. Donc, je tiens à le préciser, là, qui a été voté à l'unanimité par tous les copropriétaires est valide. Est-ce que je vous répète le règlement ou la question ou c'est correct? Ça va bien. Écoutez, c'est sûr que oui, on peut interdire, surtout si c'est voté à l'unanimité, il n'y a personne qui va s'en plaindre. Mais effectivement, comme je disais au début, on ne peut pas empêcher un chien d'assistance parce que c'est prévu à la Charte des droits et libertés et on ne pourrait pas dire à quelqu'un qu'il n'a pas le droit d'avoir un chien d'assistance parce que la Charte le protège. Alors, il faut tenir compte, c'est ce que je disais, des autres lois, des autres réglementations quand on fait un règlement. Comment, je vais faire un petit peu de pouce sur la question de Mme Lucier. Comment un syndicat, parce que des fois, il y a une petite inquiétude des administrateurs en disant comment je sais, qu'est-ce que je dois recevoir comme preuve qui me
me prouve que c'est un chien d'assistance? Ben, écoutez, il y a des organismes qui sont là pour ça. C'est pas un petit papier reçu par Internet là, que tu vas payer le docteur Malouf ou Miouf Miouf là, qui t'envoie ça. Vous avez parlé de Mira. Il y a d'autres chiens qui sont nécessaires pour la santé mentale de certaines personnes. Alors, il y aura un rapport médical, pas un petit papier de prescription, là. J'en ai déjà vu un où le médecin dit, malgré les règlements, j'autorise madame à avoir un chien, elle en a besoin. Non, regarde là. Il OK. faut qu'on sache pourquoi elle en a besoin. Et évidemment, on ne va pas aller discuter est-ce que la dame est vraiment, elle a besoin, mais une fois qu'on a un rapport médical qui est correct, qui est conforme, euh, on va être obligé de l'accepter, le chien d'assistance. OK. Je refais du pouce sur ça, mais quand on parle d'un rapport médical, on est rendu sur les pointillés avec la protection des renseignements personnels. Donc, attendez, le syndicat serait en droit de demander de voir le rapport sans le conserver et de pouvoir justifier aux autres copropriétaires qu'il y a eu un rapport professionnel en bonne et due forme qui a été présenté au CA. Effectivement. C'est la même chose pour le cannabis. Oui, L'ancienne régie du logement, qui est maintenant le tribunal administratif du logement, il y a des décisions à la tonne à l'effet que c'est pas juste un petit bout de papier que ça prend un rapport médical. Vous avez raison qu'avec toutes les nouvelles lois et tout ça maintenant, évidemment qu'on ne déposera pas le rapport en intégralité au registre du syndicat, mais on va pouvoir noter qu'on a autorisé monsieur ou madame de l'appartement 804 à avoir un chien d'assistance suivant un rapport médical obtenu qu'on a pris connaissance et vérifié. c'est ça. Fait qu'on n'est pas obligé d'indiquer que c'est parce qu'elle a fait une dépression puis 14 dépressions. On n'a pas de détails à donner là-dessus. Super. Euh, on fait une question de Mme Roy. Règlement de la convention de copropriété et règlement de l'immeuble, c'est pareil, on doit passer par un notaire. Non. C'est ça. Un règlement, on n'a pas à passer par un notaire. Ce qu'il faut passer par un notaire, c'est quand on modifie la première partie de la déclaration ou la troisième partie. La deuxième partie qui est écrite réglementation, ça passe au vote avec l'article 1096, plus de 50 des voix. On n'a pas besoin des notariés et d'ailleurs, on ne pourrait pas notarier juste des règlements. Le Bureau de la publicité des droits ne le prendra pas. Alors, si on modifie la première partie, vous disiez tantôt, on veut interdire les chiens et on sera à l'unanimité, ça, on pourrait le publier parce qu'on dirait qu'on a modifié la destination de l'immeuble. C'est une destination où on ne veut pas d'animaux. Alors, on pourrait le publier en disant qu'on a modifié la première partie. Mais un règlement, un simple règlement, on ne va pas le notarier. Exactement. Puis, une chance. Sinon, comme on se dit, premièrement, il y a des coûts rattachés à ça, puis il y a une procédure qui peut être aussi un peu plus longue. L'autre question, très simple, Maître Papineau, Madame Castonguay, est-ce qu'on peut enregistrer notre dissidence? J'imagine qu'elle fait référence à un vote à l'Assemblée sur un règlement. Oui, mais si on enregistre notre décidence, c'est qu'on vote contre. C'est ça. Mais on n'est pas obligé, comme rédacteur du procès-verbal, donc secrétaire de l'Assemblée, d'indiquer que Madame un tel a émis sa dissidence. Dans le fond, elle va être comptabilisée dans les contre. On va dire résultat, 42 ont voté pour, 22 ont voté contre et deux personnes se sont abstenues ou se sont déclarées dissidents. Parfait, excellent. Là, j'ai beaucoup de questions, fait que je vais en couvrir encore une ou deux. On a un petit commentaire difficile de parler de chiens d'assistance. Ici, nous avons des gens qui profitent de ce terme pour faire de l'élevage de chiots Mira. Ben là, on ne parle pas de chiens d'assistance là, quand on a des petits bébés chiots à former et à sensibiliser à la population. Bon. Alors ça, effectivement, s'il y a un règlement qui interdit les chiens,
cette personne-là ne pourrait pas dire « Moi, j'ai droit à un chien d'assistance ». C'est pas elle qui en a besoin, il est formé pour quelqu'un d'autre. Exact. Puis, il y aura quelqu'un qui devra le prendre, qui est en copropriété où il accepte les chiens, parce qu'on modifie pas, on peut pas donner cette... c'est-à-dire, ça peut pas être accepté par le conseil d'administration pour former un chien qu'il faut juste qu'il soit Non. sociabilisé quand il est trop petit. Monsieur Desroches, un habitué de notre web radio, est-ce qu'on peut être clair? Est-ce vrai que seuls les avocats ou notaires sont légalement autorisés à faire la rédaction de propositions de nouveaux règlements ou amendements à un règlement existant, soit ceux de la partie 3, règlements de l'immeuble qui n'ont pas à être notariés, pas enregistrés au greffe? Point d'interrogation. Bon. Alors, ça, c'est un petit peu mélangé comme question, Il y a parce plusieurs que la partie 3 d'une déclaration, c'est la partie la plus facile à lire. C'est Oui. celle que tous les numéros de lot. Alors, il n'y a rien à lire là-dedans sauf des chiffres. Alors, quand monsieur parle de la troisième partie, là, c'est pas du tout ça qui s'applique, c'est la deuxième partie qui s'applique. Et malheureusement, puis là, c'est la loi, là, je l'ai dit tantôt, les deux lois prévoient que ça prend un avocat et un notaire pour faire des règlements pour un tiers. Si vous avez votre association à vous, puis vous êtes tout seul dedans, vous pourrez faire tous les règlements que vous voulez. Pas sûr que ça va être utile, là, mais vous pourrez le faire. On ne peut pas le faire pour un tiers. Par contre, comme j'ai dit, si on veut modifier la première ou troisième partie de la déclaration, si on veut empêcher les locations pures et simples, on peut le mettre dans la première partie, dans la destination de l'immeuble. Et ça sera destination de l'immeuble, notarié et publié au registre foncier. Tandis que les règlements, comme j'ai dit, ne se publient pas au registre foncier, ils sont uniquement déposés au registre du syndicat. Très bien. Puis, tantôt, on a parlé pour donner un petit truc au conseil d'administration qui modifie des règlements dans la deuxième partie. Maître Papineau, c'est important de sensibiliser les gens des conseils d'administration que ces nouveaux règlements-là doivent être distribués à tous, incluant, suite à l'adoption, d'être envoyés lorsqu'une demande d'une vente d'unités de condo, d'un nouveau copropriétaire qui arrive, d'un nouveau locataire qui arrive. Pouvez-vous expliquer, après qu'il soit publié, il faut qu'on le fasse vivre, celui-là, à part de donner des pénalités, mais il faut qu'il vive le règlement, il faut qu'il suive la patente? Bien, premièrement, suite à l'adoption du règlement lors de l'Assemblée, on dépose le règlement adopté au registre de la copropriété et la loi prévoit qu'on doit l'envoyer à tous les copropriétaires. Pas le mettre sur Internet ou l'afficher à côté de l'ascenseur. On doit l'envoyer à tous les copropriétaires dans les 30 jours de l'adoption. Alors, on doit le publiciser. Et quand les gens achètent un nouvel acheteur, ben, si vous avez des petits règlements qui sont hors de l'ordinaire, ben oui, donnez-leur. Et même s'ils ne s'informent pas, parce que je me souviendrai, il y a longtemps, là, il y a une dame qui avait acheté un super beau condo, puis elle l'a revendu la semaine d'après parce qu'elle avait oublié de demander, mais elle n'avait pas le droit d'avoir un chien. Ah, Alors, demandez-le avant, mais oui. puis assurez-vous que vous donnez l'information aussi. Bien sûr, bien sûr. Mais honnêtement, Maître Papineau, émotivement, j'ai des chiens, puis j'en ai toujours eu. C'est sûr que je dois m'assurer de savoir que je peux arriver avec mon chien. Ben oui. OK. L'autre chose, on a une bonne question ici. Est-ce que le vote des règlements peut se faire à main levée? Le problème de faire les votes à main levée, si Valérie Couture vient avec son conjoint, mais il y en a juste un des deux qui est propriétaire, là, moi, il faut que je devine, comme président d'Assemblée, que c'est Valérie qui est copropriétaire, puis qu'elle a levé la main, mais je ne compterai pas la main de son mari, même s'il l'a levée, puis il n'aurait pas dû la lever. L'autre problème, c'est que si j'ai un copropriétaire qui a 5 procurations,
Ben, il y a 2 mains. Alors, même s'il lève 2 mains, je ne peux pas compter 5 procurations. Alors, on ne peut pas. Ben, remarquez, je dis on ne peut pas. Il y a toujours et jamais dans la vie, là. Moi, si je vois que lors d'un vote à main levée, je demande est-ce qu'il y en a qui sont contre? Personne ne lève la main, c'est facile. Si je vois qu'il y a 10 qui ont levé la main, c'est encore facile. Mais si je veux avoir un compte exact, lever la main, est-ce qu'il y a une demi-part parce que son conjoint ou son cousin a l'autre part? Est-ce que celui qui a levé la main est copropriétaire? Je ne les connais pas tous. Alors, lever la main, là, c'est pas la façon de procéder, à moins d'être certain de son coup. Si c'est clair quand les mains se lèvent, puis comme vous dites, puis après, il y en a-tu qui sont contre, puis il n'y a pas un chat, c'est assez facile. Mais effectivement, si les gens ne comprennent pas tout à fait bien, puis c'est pas clair, il y a un certain risque. Oui. OK. OK. Là, c'est une drôle de question quand même. Pouvez-vous donner, qui est très bonne d'ailleurs, pouvez-vous donner des exemples de règlements modifiables sans avocat? Ben, je viens de vous le dire, là, on n'a pas le droit de le faire. Ça n'empêchera pas plusieurs conseils de le faire. Mais regardez, je vous dirai pas comment le faire parce que je veux pas qu'on dise que je vous ai conseillé d'enfreindre la loi. Mais ceux qui le font, arrangez-vous donc pour savoir ce que vous faites puis lire la déclaration comme il faut pour pas mettre le syndicat dans les problèmes, là. Oui, parce que si vous me supportez sur ça, ça coûte souvent, puis probablement tout le temps, bien plus cher à réparer quelque chose qui a été mal ficelé et mal voté. Exactement. Donc, ça peut être plus loin dans le temps, mais vous serez parti comme administrateur et là, il y aura un litige majeur qui va engager des frais pour un copropriétaire et pour le syndicat, parce que c'est souvent le cas. Et là, ça crée un problème très dommageable. Ben, Et et surtout que ce qui est un peu malheureux, c'est que l'administrateur va faire ça pour économiser de l'argent aux copropriétaires, aux autres copropriétaires, aux syndicats, mais la journée que ça va causer un dommage, euh, ils ne se souviendront pas que l'administrateur a été gentil, ils vont se souvenir que c'est lui qui a causé le dommage et ils vont peut-être pas le poursuivre, mais ils ne parleront plus dans l'ascenseur puis ils vont l'haïr, là. Alors, il faut faire attention à ne pas faire des choses dont on n'a pas légalement le droit de faire et surtout pas la capacité de faire. absolument. Et c'est pas une question qui est dans le chat, mais Maître Papineau, à un moment donné, on y arrive, là. Plusieurs déclarations sont très désuètes. D'autres commencent à l'être, mais des déclarations très désuètes et tout ça. Il faut qu'on explique aux gens que la journée où on refait la déclaration, on va intégrer tous les règlements qu'on a pu voter par-ci, par-là. Effectivement, on va intégrer tout, on va prendre la déclaration originale, on va regarder tout ce qui a été voté par la suite et on va regarder aussi ce qui n'a pas été voté et qui aurait dû être voté. Je vous OK? donne un exemple. Il Ouais. y a souvent, euh, maintenant, on doit le modifier et le notarier, mais souvent, les pénalités ne sont pas là. Les honoraires extrajudiciaires qu'on peut percevoir des copropriétaires en défaut ne sont pas là. Alors, même si de fait, les gens appellent ça un règlement, mais ce n'est pas un règlement parce que ça ne va pas dans la deuxième partie, ça va dans la première partie. C'est pour ça que ça doit être notarié et voté en vertu de l'article 1097, alors 75 des voix présentes au lieu de plus que 50. Mais c'est important de comprendre ça parce que là, même si on faisait voter un règlement pour des pénalités à 50 et à 60 c'est pas bon, ça prend 75. Alors, tout le travail qu'on aura fait et quand on va venir pour les appliquer puis on va vouloir infliger une pénalité à un copropriétaire, ben, on n'aura pas le droit parce que ça n'aura pas été fait correctement. Bien important qu'on le précise, je pense, parce que effectivement, puis ça, les syndicats, les administrateurs, vous devrez commencer à le faire si
votre charte, comme on disait dans le temps, est d'avant 1994 parce qu'en plus de tous les règlements que le syndicat aurait pu modifier, ben, il y a toute la nouvelle législation qui va être mise à jour là-dedans. Et il faut se le dire, pour plusieurs personnes, une déclaration qui n'est pas à jour, ben, c'est plus difficile de la respecter comme copropriétaire et c'est plus compliqué de la faire respecter quand on est administrateur. Fait que ceci Ben, étant, c'est sûr, Madame Couture, moi, je dis aux gens, il faut lire votre déclaration, il faut la respecter. ben Mais oui, quand la déclaration date de 1970, il y a la moitié des choses qui sont plus bonnes là-dedans. Alors là, ils me disent, pourquoi vous me dites que c'est pas correct? C'est écrit dans ma déclaration que j'ai le ben droit. oui. Ben oui, en 1970, tu avais le droit, mais là, on est en 2023. Exactement. Parce que moi, j'ai un syndicat qui a une très, très vieille déclaration de copropriété et un copropriétaire qui la lit de long en large. Et ça disait à l'époque qu'il fallait que tu signes l'avis de convocation comme président pour l'envoyer. Donc, tu sais, juste des clauses comme ça peut créer des conflits. Fait que c'est important de prévoir ça bientôt. On a une autre question. Les gardes de corps font partie des espaces communs. Je vous pose la question suivante. Nous venons d'en faire poser de nouveau cet automne sur tous les balcons de nos unités. Un des copropriétaires s'est aussitôt empressé de décorer affreusement, opinion personnelle, on l'entend, comme c'est en façade, a-t-il le droit? Ben écoutez, la déclaration de copropriété prévoit sûrement quelque part qu'on ne peut pas toucher aux parties communes, on ne peut pas les modifier. Alors, on ne peut pas euh, décorer ou pas décorer ou mal décorer une Oui. rampe. On ne peut pas faire ça. C'est clair, dans la déclaration, il doit y avoir quelque chose à cet effet-là. Super. Maître Papineau, j'ai tellement de questions que j'ai même pas le temps de vous poser les questions, mais j'aimerais vous amener dans un thème de location d'unité de copropriété. Parce que Ouais. souvent, les administrateurs, puis ça, on se le fait dire encore très, très quotidiennement. Bon, là, écoute, on a 24 unités sur 50, là. On peut-tu arrêter à 25, là, puis le 26, il n'y a pas le droit de louer, parce que là, on en a assez, là. L'assureur, il n'aime pas ça, puis on en a assez. Alors, faire une histoire très courte parce que c'est souvent des situations qui arrivent. À moins que ce soit prévu à la déclaration de copropriété dans la première partie, ceux qui veulent s'endormir facilement ce soir, prenez votre déclaration, vous allez voir que dans la première partie, on dit généralement que les copropriétaires ont le droit de louer leur fraction. Et dans la deuxième partie, c'est là qu'on parle de Du la règlement. réglementation. Est-ce qu'on a le droit à long terme, à court terme, et est-ce que ci ou ça? Alors, si dans la première partie, vous avez le droit de louer votre appartement, vous ne pouvez pas limiter le droit après. Vous pouvez le réglementer. Ça veut dire, vous pouvez dire, la location aura une durée d'un an ou la location aura un minimum de 6 mois, mais vous ne pouvez pas dire à quelqu'un, toi, tu es le 26e, je t'empêche de louer parce que dans la première partie, c'est écrit qu'il a le droit de louer. Et ça, il y a la décision de la Cour d'appel qui est très claire. Et c'était drôle parce que dans ça, il y avait, disons, 25 qui louaient, puis il avait dit dorénavant, il n'y aura pas plus que 15. Alors, tant qu'on ne sera pas à 15, il n'y aura pas. Et là, ça t'aurait amené comme en 2095 à peu près, là. Alors, on ne peut pas limiter le droit de louer, on peut réglementer la durée de la location. Ça, on peut faire ça. Mais on ne peut pas empêcher quelqu'un de louer, à moins qu'on l'ait dans la première partie où ça va être indiqué à la première partie, il n'y a pas le droit de louer. Et là, à ce moment-là, il n'y aura rien en deuxième parce qu'on n'aura pas besoin de rien mettre là. Exact. Et ça, non plus, le syndicat pourrait-il faire une modification? C'est marqué, tu n'auras pas le droit de louer. Bien, encore là, c'est parce qu'on modifie la première partie. Alors, certains vont dire qu'on modifie la destination, ça va prendre au moins 90% des voix, mais au minimum, ça va en prendre 75. Alors,
avant de commencer à penser à changer ça, il faut s'assurer qu'on va avoir le résultat, là. Exactement, parce que de là à dire que c'est des coûts de... Effectivement, ça, c'est un bon point. Il y a des coûts à faire préparer des règlements. Tantôt, on l'a dit quand on parlait, je pense, du barbecue, tout ça. Il faut s'assurer de, comment dire, sonder un peu la copropriété avant, parce que ce serait dommage de préparer des règlements qui coûtent des sous quand personne ne veut rien savoir de ça ou l'inverse, tout le monde le veut puis il ne le fait pas. Effectivement. OK. On a une autre question. Bon, OK. Que ce soit chien d'assistance ou chat pour rassurer le copropriétaire, serait-ce nécessaire d'en faire une liste qui est affichée près de l'entrée de façon à ce que, en cas d'urgence, feu ou inondation, les intervenants soient au fait que les animaux vivant dans la copropriété? Bon. Ça, les services d'incendie le demandent et le font. Vous verrez normalement, il y a les gens sur la porte de leur appartement l'indiquent. Mais ça, c'est une question. Il faut faire attention aussi maintenant avec les nouvelles lois et les nouveaux règlements. Est-ce que j'ai le droit de dire que la personne à l'appartement 101 a le droit d'un chien d'assistance? Là, tout le monde va dire, ah bon, mais les gens dans le 101, ils ont des problèmes psychiatriques, c'est pour ça qu'ils ont un chien. Ils ont un Alors, problème quelconque, ouais, c'est ça. tu sais, alors, faut faire attention là, à ce qu'on fait avec ça. Absolument. Juste en passant, plusieurs services d'incendie permettent, comme Longueuil, d'aller sur leur site Internet et d'identifier que vous avez un animal de compagnie. Puis, les véhicules pompiers étant munis d'ordinateurs, les intervenants le savent. Mais ça a pas, je veux dire, le chien d'assistance ou chat ou chien ou chat ordinaire, ça dépend des règlements. Si vous en avez un, vous avez le droit de l'avoir et tout et tout. Donc, bonjour. Dans l'application des articles 1074.1.2 du BAC relié aux biens assurés du syndicat, situation où le sinistre n'est pas couvert par un assureur, là, je pense qu'on n'est peut-être pas dans le règlement, là, mais je vais finir de le lire et causer. Est-ce que le syndicat doit obligatoirement payer via le fonds de prévoyance pour ces dommages? On n'est pas dans le Oh sujet. non, on va vous revenir, mais on prévoit dans la 2024 une séance naturellement sur la détection d'eau, etc. Fait qu'on va couvrir ça. Partie 2. Règlement de l'immeuble à l'intérieur d'un syndicat de copropriété qui rédige une résolution pour la GA ne rédige pas pour un tiers. N'est-ce pas? Soyez clairs. Je comprends pas, mais écoutez, si vous rédigez pour un syndicat, à moins que vous soyez un syndicat vous-même, ce qui ne devrait pas être le cas parce que vous êtes une personne humaine, vous n'avez pas le droit de le faire. C'est ça. C'est ce que disent les lois. Il dit un copropriétaire à l'intérieur d'un syndicat qui rédige une résolution pour la GA. Non. Il rédige pour un tiers, c'est pas Oui, pour lui, c'est pour le c'est ça. syndicat. C'est ça, exactement. Un règlement, c'est une bonne question. Un règlement qui a été voté dans le passé, peut-il être modifié? Effectivement, on peut le modifier chaque année. Si on veut jouer au yo-yo, on peut les années paires permettre les barbecues, puis les impaires les interdire. Il n'y a aucun problème, à condition de suivre les règles, c'est-à-dire l'avis de convocation, que ça soit joint, que ça soit voté, que ça soit déposé au registre. D'année en année, on peut contredire le règlement de l'année d'avant si le vote est conforme à la loi. Si l'Assemblée est bien dirigée, puis c'est ça que les gens veulent, tout est C'est possible. ça. Presque Ouais. tout est possible. Euh, question rapide, Maître Papineau, là, réécrire la déclaration, ça se ferait à peu près après combien d'années? Aujourd'hui, quand on se parle qu'on fait référence à des problématiques de déclaration, qu'est-ce que vous conseilleriez aux syndicats de se préparer? Parce que c'est pas non plus un coût qui n'est pas élevé, là, mais c'est important. Regardez, vous avez parlé tantôt, on a dit ceux qui étaient là en 70, de 70 jusqu'en 94, il n'y avait rien à changer, il n'y a rien qui évoluait, pas de loi changeait. 94, tout ça a changé. En 2019, 2020, 2021, 2022, beaucoup de choses ont changé et on a encore là des règlements qu'on attend du gouvernement. Alors, est-ce que les vieilles déclarations d'avant l'an 2000, on devrait commencer à penser à les moderniser? La réponse, c'est oui.
Celle qui était là avant 94, c'est certain, parce que le droit a tellement changé que beaucoup de choses ne peuvent plus s'appliquer. Absolument. Puis, comme on s'est dit tantôt, si on veut que les gens la respectent, il faut qu'elle comprenne. Et même si elle est claire, il y en a beaucoup qui ne la lisent pas. Donc, si vous voulez, comme syndicat, commencer à mettre des sous de côté pour au moins être capable de faire ça dans les quelques prochaines années, là. Puis effectivement, si les derniers règlements pouvaient arriver, ça permettrait à d'autres de pouvoir penser à le faire. Est-ce qu'on peut nous donner la référence légale? C'est toujours M. Desroches qui est sur le cas qui rédige un règlement. Maître Papineau, l'article qui oblige de passer par un avocat ou un notaire pour rédiger des propositions d'amendement à la partie 2 des règlements de l'immeuble. Alors, regardez, je ne l'ai pas appris par cœur, mais dans le livre, il y a une section, peut-être que Gabriel, Peut la qui, présenter. qui a la copie, là, pourrait nous la sortir. Gabriel, pendant qu'on va continuer, peux-tu nous sortir dans le guide, effectivement? Il y a un endroit, Gabriel, où on montre les dispositions de la loi sur le barreau et la loi sur le notariat. Ça doit être un peu plus loin. Mais Gabriel, peut-être prenez le temps de le regarder, puis vous Oui, nous puis nous, reviendrez, on va là. continuer avec nos questions, puis on va Ouais. revenir avec à M. Desroches. Euh, que peut être encadré dans les locations? Seulement la durée. Nous avons une vieille déclaration, nous avons encore une clause qui autorise la location à tous, mais qu'à des gens de l'entourage immédiat du propriétaire. Moi, je pense pas que c'est bon parce qu'il n'y a pas de raison de limiter et on n'a pas le droit de choisir le locataire. On va faire de la discrimination. C'est contre la charte. Euh, Ce qu'on peut dire, par contre, c'est que le copropriétaire ou les membres de sa famille immédiate peuvent habiter l'appartement. Ça se peut. Mais commencer à dire, comme il y a des syndicats qui nous appellent, ils disent, est-ce qu'on peut autoriser ou préautoriser un locataire, donc que le propriétaire va être obligé le copropriétaire va nous envoyer les coordonnées de son futur locataire, on doit l'approuver. La réponse, c'est non. OK. OK. Euh, t'attendais un petit peu, M. Gobet, pour appuyer Maître Papineau, c'est comme une convention collective intégrer un nouvel emploi saisonnier qui n'existe pas. Il faut vérifier toutes les clauses qui pourraient devenir problématiques. OK. Monsieur Baudin, est-ce qu'un règlement peut être adopté pour utiliser certains espaces de stationnement pour entreposer la neige en offrant d'autres espaces à ses copropriétaires? Est-ce que c'est un règlement qui s'appliquerait, Maître Papineau, ou une Ben entente? là, parce que c'est plus compliqué que ça, là. Les espaces de stationnement appartiennent à qui? Est-ce que ce sont des parties privatives ou des parties communes? Si ce sont des parties communes, c'est le syndicat qui gère ces parties communes-là. Est-ce que le syndicat a le pouvoir de dire que on va utiliser les espaces 48 et à 50 à la fin du stationnement, mettre la neige l'hiver? Oui, le conseil a ce pouvoir-là. C'est un règlement de gestion. Alors ça peut se faire. On n'a même pas besoin, tant qu'à moi, de le voter à l'Assemblée parce que ce sont des règlements ponctuels pour l'administration du syndicat. Alors ça, il n'y a pas de problème. Oui, on peut faire ça. Un règlement, Maître Papineau, pour encadrer les déménagements, par exemple, avec des frais de supervision, des dépôts à donner, etc. Comment vous gérez ça pour nos auditeurs? Là? Comment on leur indique de faire un bon règlement là-dessus ou une bonne procédure? Alors, on fait la même chose, on prépare le règlement, on le soumet à l'Assemblée, on le fait adopter, on met des chiffres qui ont de l'allure. Euh, J'en ai fait un cette semaine où les gens passaient de 200 à 250 $ pour les frais de déménagement, couvrir les frais du concierge qui installe les protections à l'ascenseur. Il y en a qui demandent des Supervise. dépôts pour protéger s'il y a des dommages. Alors, c'est pas quelque chose d'inhabituel. Mais par contre, il y en a j'en ai vu qui mettent 1 000 $ de dépôt plus 500 $ de frais de déménagement.
ça te coupe le goût de déménager, là. Oui, Surtout que effectivement. ça ne se justifie pas. Ton concierge, t'as beau le payer cher, là, mais il ne coûte pas 500 pour superviser un déménagement, là. Exactement. Donc, il faut que ça fasse du sens, mais ça, c'est un règlement et non pas une politique de gestion, c'est-à-dire, c'est pas un règlement de gestion ou quoi que ce soit. C'est ça. Ça, il faut que ça soit voté par l'Assemblée. Question, ça, c'est sur la déclaration. On va y revenir, mais j'ai plein de questions sur les déclarations, je comprends, mais c'est plus la réglementation ce soir qu'on veut faire. Et il faut qu'on se respecte parce qu'on est déjà rendu à -10. Dans la fiche qui annonce le Web Radio, on mentionne qu'un copropriétaire peut présenter un amendement à la partie 2 et ce qui n'a pas été notarié. J'ai déjà acheté ce guide et je n'ai pas trouvé une référence claire au recours d'un avocat OK. ou notaire, Non, non, quoique. regardez bien. Oui, On va se comprendre, là. Si un règlement existe, déjà, je parlais des règlements de déménagement, et qu'un copropriétaire veut que le montant de dépôt passe de 200 à 250, on se comprend là qu'on n'a pas besoin d'aller engager un bureau de 90 avocats, là. Parce que ce n'est pas le règlement qui est modifié, c'est le chiffre à l'intérieur. Alors, ce que la loi prohibe, c'est de créer des nouveaux règlements et ce que la loi veut protéger, elle veut protéger que les gens qui subissent ce règlement-là n'auront pas des règlements illégaux ou des règlements qui n'ont pas d'allure, là. Ah, exact. et voilà Et voilà, l'article voilà. 128 de la loi sur le barreau. À quelle page est-on? Je m'excuse, je ne l'ai pas appris par cœur. Je l'ai déjà lu, le livre, par exemple. Ça, je vous le jure. Oui, c'est Ah, ça. C'est à la on page est à la page 115. 215, 115. 115. 115. Alors, vous avez la disposition de la loi sur le barreau. Vous voyez, 128 1C, on ne peut pas préparer et rédiger une convention, une requête ou une résolution, tout autre règlement relativement à une organisation, constitution, etc. C'est pour la loi sur le barreau. J'imagine qu'à la page 116, on doit avoir la même disposition de la loi sur le notariat. Alors, on parle des articles 15 et 16 de la loi du notariat, qui est au même effet. Parfait. Merci, Gabriel, de ta recherche dans le livre de Maître Papineau. Donc, on avait, mais je pense que vous avez tantôt, vous savez qu'on envoie l'avis de convocation aux copropriétaires. Les gens ont le droit d'ajouter une question à l'ordre du jour. Maître Papineau, il y a des copropriétaires qui envoient des modifications au règlement. Oui. Comme syndicat, qu'est-ce qu'on accepte, qu'est-ce qu'on décide de ne pas accepter, qu'est-ce qu'on fait? On accepte n'importe quoi qui a de l'allure. Par contre, si vous recevez un projet de règlement ou de résolution qui n'a pas d'allure, vous pouvez le refuser. Deuxièmement, si vous recevez un projet de résolution qui est mal écrit, qui est mal rédigé, ben, c'est pas à vous de le corriger, là. Moi, on a déjà fait ça une fois, puis la personne dit, c'est pas ça que je voulais dire. Bon, ben, alors le conseil a voulu être gentil, puis là, il s'est fait dire, c'est pas ça que je voulais dire. Dans ce temps-là, vous retournez le projet à celui qui l'a fait, puis vous lui dites, écoute, on comprend pas ou c'est pas conforme ou il y a un problème, mais vous votez pas n'importe quoi, puis vous mettez pas n'importe quoi à l'ordre du jour, parce qu'il faut pas oublier une chose, là. Même si vous savez que le projet est mal rédigé puis est tout croche, ça va prendre 5, 10, 15, 20, 30 minutes pour en parler. Un vote, surtout si on n'est pas en virtuel, il va falloir remplir le petit bulletin de vote, il va falloir les comptabiliser. Alors, on ne met pas n'importe quoi à l'ordre du jour. Donc, ben, Papineau, je veux juste m'assurer qu'on comprend bien, c'est que malgré ce qu'on reçoit comme demande de modification, le conseil envoie l'avis, il reçoit une demande de modification d'un règlement, c'est pas compréhensible, retourne au copropriétaire, il faut que ce soit revenu pour envoyer au copropriétaire une modification à l'ordre du jour.
Effectivement, on ne peut pas rien voter qui n'a pas été soumis aux copropriétaires avant l'Assemblée, à moins que tous les copropriétaires du syndicat soient présents, OK? qui arrive jamais. C'est ça. Oui, exactement, exactement. À moins d'un 6 unités, puis tout le monde est chumé, puis ça va bien, là. On est Et peut-être tous là. à moins que les 6 soient présents, ils consentent et Ouais. renoncent au délai qu'ils n'ont pas eu. Alors, OK. C'est quoi disons un qu'on délai raisonnable pour retourner? Est-ce que la veille de l'Assemblée, puis on a réussi à finaliser avec le copropriétaire et comprendre sa demande, est-ce que c'est acceptable? ben, il y a déjà un jugement qui a dit qu'une journée s'était passée, mais encore là, ça dépend ce qu'on veut faire Oui. voter. Ça dépend ce que les gens ont compris. Ça dépend si les gens sont d'accord ou pas. Mais il faut donner un délai raisonnable. Le but de donner ce délai-là, Mme Couture, c'est de permettre aux gens d'y réfléchir. Et plus que ça, c'est est-ce que j'ai besoin d'aller à l'Assemblée ou pas pour donner mon opinion, pour contester ou pour le promouvoir. C'est pour ça qu'il faut l'envoyer d'avance. Et ou, si je donne une procuration à Yves Papineau pour me représenter, mais je veux dire à Yves, moi, là, ça, je suis pas d'accord du tout, parce que Yves, peut-être qu'il serait d'accord, lui, mais il me représente moi. Effectivement. OK. Gabriel, aide-moi. Tu me dis que M. Brunette a levé sa main. Je pense que peut-être qu'on a le temps de lui donner Oui, la parole. tout à fait. Donc, on va permettre à M. Brunet. Et voilà, vous pouvez poser votre question, M. Brunet. Bon, peut-être que M. Brunet aurait cliqué par accident, par OK, inadvertance. parfait. Donc, on dit, Gabriel, Madame Marie-France Ramsey, vous allez recevoir une copie de l'ouvrage. Veuillez, s'il vous plaît, en m'envoyer un courriel à condolégal@gmail.com. Ben, bravo, Madame Marie-France Ramsey. Et on vous suggère de pas le lire d'un bout à l'autre parce que c'est costaud. On s'entend, c'est comme le livre sur les charges communes impayées. Il y a beaucoup de légal, mais comment aller chercher l'information là-dedans? C'est un petit privilège parce que c'est facile. La table des matières, elle est claire et après ça, on trouve la bonne information. Fait que bravo, Madame Ramsey. Les autres vont apparaître à un moment donné. Il nous reste quelques minutes. Je n'ai pas eu le temps de tout couvrir les questions. Mais Maître Papineau, on avait parlé aussi la remise des clés, puis les pénalités, j'aimerais ça qu'on en parle. Puis la clause grand-père, on a tout le temps, 3, 4 minutes, 5? On a le temps. Alors, écoutez, la remise des clés, quand un syndicat demande la remise des clés, on a plaidé ça il y a peut-être 10 ans. La personne ne voulait pas remettre les clés. Ça arrive encore, ça. La Cour supérieure a dit oui, il faut les remettre. Vous avez l'obligation de respecter le règlement. Moi, ce que je vous suggère pour amadouer ceux qui ne veulent pas le faire, prenez une petite enveloppe blanche, là, prenez les clés, allez essayer les clés dans serrure pour être sûr qu'ils ne vous ont pas donné n'importe quoi. Devant le copropriétaire, mettez-le dans l'enveloppe, scellez l'enveloppe, faites initialer l'enveloppe, puis vous lui direz, viens quand tu veux vérifier qu'on n'y a pas touché. Comme ça sauve des problèmes. Les pénalités. Justement, attendez, Maître Papineau, justement, on avait une madame qui disait, pouvez-vous donner des trucs, des paiements, pour les paiements des amendes? Nous avons des défects des copropriétaires qui reçoivent des amendes, mais qui ne les payent pas. Alors, on va à la Cour des petites créances pour les récupérer. Mais encore là, c'est important de savoir que le montant des amendes, le tribunal a une juridiction pour les modifier. Si vous demandez 15 000 de dommages de pénalité parce qu'il n'a pas remis les clés, le juge va vous regarder, il va dire on s'entendra-tu pour 100 là, tu sais. Par contre, quand on parle de pénalité, quand on parle de Airbnb, on a eu un jugement au bureau où on a perçu, on a fini avec 90 000 parce qu'on a perçu les pénalités et les frais d'avocat parce que la dame ne respectait pas. Alors, Airbnb, gênez-vous pas de mettre au moins 5, 6, 700, 900 par jour de contravention. Sinon, c'est plus payant pour eux autres de louer, payer la pénalité. Alors, les montants, retenez que le tribunal a juridiction pour les réduire si le tribunal juge que c'est trop élevé.
Si les gens ne veulent pas les payer, bien, vous allez à la Cour des petites créances et vous demandez au tribunal qu'ils soient condamnés à payer les pénalités. L'autre question, les clauses grand-père. Je sais que Les clauses avez grand-père, une petite allergie à ça. ça n'existe pas en matière de copropriété. La seule matière où ça existe, c'est en droit municipal. Si vous avez une dérogation à un nouveau règlement parce que vous avez un stationnement en avant de la maison, la ville ne peut pas changer le règlement puis vous faire enlever l'auto. En matière de copropriété, ça n'existe pas. Comme je disais au début, la journée qu'on décide d'interdire les chiens doivent sortir, sauf qu'on peut prévoir dans le règlement qu'on laisse un certain temps aux gens pour les sortir. On ne les enverra pas toutes euthanasiées demain à la SPCA, mais on ne peut pas dire, malgré qu'on interdise les chiens, les 4 appartements suivants ont le droit de les garder tant qu'ils veulent. L'esprit du règlement, s'il n'y en a pas, tu ne peux pas permettre des exceptions. Dernière question qui est quand même une question importante. Qu'est-ce qu'on fait qu'un copropriétaire qui n'a pas payé ses charges communes depuis 5 mois? Quels sont les recours du syndicat? Fait que ça, Maître Papineau a aussi écrit un livre sur ça, les charges communes, que je n'ai pas devant moi, mais que j'ai acheté. Maître Papineau, peut-être que c'est un bon petit rappel pour tout le monde. Le syndicat a du pouvoir là-dessus. Dépendamment du montant, on peut inscrire un avis d'hypothèque légale au titre de propriété. Le créancier hypothécaire va être avisé, puis le créancier hypothécaire va appeler le copropriétaire, va dire « Ça a l'air de ne pas payer des frais de condo, mon ami. » Et si ça ne fonctionne pas, on peut même aller jusqu'à faire vendre l'unité. L'autre possibilité, si le montant n'est pas très élevé, c'est d'aller à la Cour des petites créances, à la Cour du Québec, division des petites créances, pour récupérer les montants. Puis, quand on fait l'une de ces deux étapes-là, le copropriétaire qui récidive, parce que je pense que c'est important de le préciser, mais si vous avez des règlements avec des pénalités qui sont appliquées en partant du premier jour, il y a un montant, plusieurs syndicats, c'est 25 plus les intérêts de 24 etc. Donc, c'est important comme syndicat de vous organiser, mais Maître Papineau, je pense que là, la dame Katia nous dit quels sont les recours du syndicat, 800 merci, parfait. Mais c'est sûr qu'il y a aussi deux, 3 avertissements, peut-être une mise en demeure avant de diriger vers peut-être la Cour des petites créances. Puis après ça, là, à un moment donné, il faut mettre fin à l'hémorragie. C'est ça. Et vous savez, la logique, ça a sa place. OK. Donc, parce que vous avez sûrement vu des causes que le juge aux petites créances a aussi diminué parce que c'était peut-être excessif, les pénalités et ces choses-là? Oui, parce que, je vous donne un exemple, quand vous dites c'est 25 50 la deuxième journée, 75 la troisième, bien, au bout de 2 mois, on est rendu à 2000. Là, Ouais. là le juge, il commence à trouver que c'est beaucoup d'argent, avec raison. Pour 400 piastres mensuels, mettons. Oui, mais on a eu des décisions, je vous ai dit, la Cour supérieure, où le tribunal a dit, écoutez, madame, vous ne respectez pas, on a un jugement à la Cour du Québec aussi, où le juge a dit, monsieur, vous étiez là quand ça a été voté, ce règlement-là, avec la pénalité. Le monsieur a dit, oui. Ils avez-vous voté pour? Ben, le copropriétaire a répondu oui. Bien là, le juge a dit, maintenant, payez. C'était 22 ou 24 000 de pénalité. Wow, OK. Oui, OK, on s'entend. Donc, écoutez, il y a beaucoup de questions encore. Je crois qu'on va pouvoir y répondre peut-être. Et sinon, comme je vous ai dit tantôt, il y a énormément de questions qui ont passé. Maître Papineau, on a couvert beaucoup, mais c'est sûr que c'est un sujet très captivant. Il y a le volume que vous avez vu, que les gens, 3 personnes chanceuses vont se voir l'avoir. C'est le guide de la réglementation en copropriété, divise. Mais aussi, il y a d'autres volumes qui sont plus faciles à lire. Et administrateur de condo, c'est encore Maître Papineau avec Maître Philippe Gagnon-Marin qui ont écrit ça. Maître Papineau, ça a sorti au printemps, ce livre, la deuxième version? Non, c'est 2022, je pense. Fin 2022. Oui, mais on voit à l'écran, si vous me permettez, Mme Couture, Bien sûr. Allez sur le site de Wilson et Lafleur,
Et vous écrivez, ils vont vous demander ce que vous voulez, vous écrivez copropriété, vous voyez en haut, c'est ce qui a été fait. Ça va vous sortir tous les livres sur la copropriété. Il y a plusieurs sujets. Je vois en haut, Gabriel, si on peut revenir, ça doit être le récent développement Oui, 2023 qu'on vient de oui. tenir au Barreau du Québec en octobre dernier. Ce sont des sujets peut-être un petit peu moins grand public, là, parce que ça s'adressait aux notaires et aux avocats, mais il y a tous ces livres-là, vous pouvez voir les sujets intéressants et vous remarquerez que à part certains livres, là, on parle de coûts qui sont Très, pas très. très élevés, là. De toute façon, de plus, il y a une madame qui demandait où est-ce qu'on procure la liste. C'est sur le site de Wilson et Lafleur, copropriété. Puis comme Maître Papineau l'a dit, mettez le titre de ce que vous cherchez et la livraison est ultra rapide. Ça va très, très vite quand on commande un livre. Donc, merci Gabriel pour le partage d'écran. Merci encore d'avoir été présent. Je le sais que c'est une web radio qui était très attendue. Donc, ça nous a fait plaisir. Maître Papineau, merci encore. On est allé en rafale, puis ça a bien été parce qu'on avait beaucoup de questions. Et Maître Papineau et moi, nous vous convions à la prochaine web radio qui sera le 17. C'est-tu bien ça, mon Gabriel? Le 17? Oui, le 17 janvier. Et on vous revient, Maître Papineau et moi, avec la présidence d'Assemblée parce que suite au règlement, on veut revenir pour s'assurer que vous êtes très à l'aise comme administrateur et copropriétaire d'assister et ou de préparer vos assemblées. Donc, on va être là le 17. Merci à Wilson et Lafleur et Condo Légal pour la soirée. Wilson et Lafleur et le commanditaire. Félicitations à Mme Josiane Bouineau, Marie-France Ramsey et M. Raymond Baudin et qui ont gagné le livre Le Guide de la réglementation en copropriété divise et M. Daniel de Montigny pour les travaux en condo, la nouvelle édition. Donc, s'il vous plaît, les gagnants, merci de faire un petit courriel pour transmettre vos coordonnées à l'équipe de Condo Légal. C'est condolégal@gmail.com et vous recevrez votre prix un petit peu plus tard. Donc, on a débordé un petit peu, mais je crois que c'était très intéressant. Il y a eu énormément de questions. C'est intéressant pour nous quand vous posez beaucoup de questions. Il y a beaucoup de remerciements, mais c'est très intéressant quand les gens sont actifs sur le chat parce que ça nous permet des fois de vous parler sur des sujets qu'on avait pensé de les ramener. Donc, merci encore, Maître Papineau, merci beaucoup. Avec plaisir. Joyeuses fêtes à vous tous. On fait relâche et on se revoit le 17 janvier encore avec Maître Yves Papineau, avocat émérite, et moi-même. Donc, merci. Bonne fin de soirée. Bonne fin de soirée et des belles fêtes à tout le monde.